Vous êtes sur l'épisode 1-2-1 avec mon invité Laurent Breillat. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n'en avez pas pris une photographie. La personne qui a dit ça, c'est Émile Zola. Moi, j'interprète ça comme immortaliser, c'est se permettre de voir et de revoir pour analyser sous tous ses angles. Et en fait, c'est la seule véritable façon de prendre conscience à fond de quelque chose. Mon invité du jour a commencé son blog sans être un professionnel de la photo, en souhaitant partager avec nous sa progression en tant que photographe, tant sur le plan technique qu'artistique. Depuis, Laurent Breillat a formé des milliers de photographes amateurs grâce à ses formations « Devenez un photographe accompli et sublimez vos photos », mais il continue d'en apprendre tous les jours et continue à partager ça avec nous pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Aujourd'hui, on a parlé de son blog, justement, comment il a réussi à lancer son blog, comment est venue l'idée, c'était quoi ses débuts. On a parlé aussi d'une citation qu'il avait fait un peu il y a quelques mois à l'effet que tout le monde pouvait faire de la photographie et que c'était bien comme ça et qu'il y avait beaucoup de photographes qui n'adhéraient pas nécessairement à cette citation-là. On a regardé aussi au final comment, lorsqu'il a lancé ses formations, comment ça s'est passé et comment il exerce cette progression qui est fulgurante depuis 2010. Et finalement, eh bien, on a regardé avec lui si il pouvait continuer à exercer sa passion pour la photographie et comment il réussissait également à s'impliquer dans des œuvres communautaires. Donc, bref, une super entrevue et je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce que c'est vraiment du bonbon d'un bout à l'autre ce que Laurent Breillat nous a livré aujourd'hui comme entrevue. Le fan de cet épisode, c'est Maxime McDuff. Il m'a laissé le commentaire suivant sur Facebook. Marco, j'ai écouté ton podcast en rafale, super bonne qualité et très bon sujet. Alors, merci énormément, Maxime. Ça a été laissé il y a quelques semaines. Et à votre tour, si vous voulez devenir le fan de la semaine, le fan de l'épisode, eh bien, c'est relativement simple. Vous avez seulement qu'à me laisser un petit mot sur les plateformes de médias sociaux. Donc, Facebook, Instagram et LinkedIn, ce sont les trois plateformes sur lesquelles je suis le plus actif. Alors, vous pouvez me rejoindre au M Marco Bernard sur n'importe laquelle de ces plateformes-là. Vous pouvez également laisser sur iTunes directement un avis et une note au passage et pourquoi pas vous abonner au podcast en même temps. Donc, vous pourrez faire une pierre deux coups et être avisé des prochains épisodes qui vont être publiés. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Il est un passionné de la photographie qui a su tourner sa passion en business. Je vous présente le seul et unique Laurent Breillat. Laurent Breillat, un gros merci d'être sur l'Accélérateur. C'est super apprécié. Ben écoute, merci à toi de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être là.
Laurent, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience, nous donner une idée un petit peu de ce que tu fais dans la vie pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y a passablement de gens qui ont pu te voir un peu partout sur le web, notamment sur ta chaîne YouTube, mais je te laisse quelques instants pour nous présenter sommairement ton parcours. Alors, je m'appelle Laurent Breyage, j'ai un blog qui s'appelle Apprendre la photo qui existe depuis juin 2010. Donc là, à l'heure où on enregistre, ça fait quand même 8 ans, c'est déjà un vieux site web. Oui. J'ai aussi une chaîne YouTube qui va avec, etc. Évidemment, j'ai tous les médias qui vont autour. Et donc, comme son nom l'indique, sur Apprendre la photo, qu'est-ce que je fais? J'enseigne la photo aux gens, évidemment. L'idée, c'est d'aider les amateurs à progresser en photo, à faire les photos dont ils ont envie, dont ils rêvent, et à s'épanouir avec ça, parce que je pense vraiment que la photo, c'est un art qui est assez accessible, que beaucoup de gens ont envie de faire, et j'ai envie de les pousser un petit peu dans leur retranchement. Et donc, comme je disais, le blog existe depuis 2010, et je vis de cette activité depuis à peu près fin 2011-2012, parce que j'ai des formations en ligne. Donc, j'ai 3 formations en ligne différentes sur différents thèmes. Et j'ai également sorti 2 livres sur le choix d'un objectif chez Erol en 2013, je crois. Ça commence à faire un moment, 2014. Je ne sais même plus exactement quand j'ai sorti mon livre, parce que ça commence à faire un moment. Et puis voilà, c'est mon activité depuis... donc ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que j'en vis. Et voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Comment t'es venu cette idée-là? Parce qu'on parlait juste avant l'entrevue que tu n'avais pas nécessairement de formation comme telle dans le milieu de la photographie. Alors, comment t'es venu l'idée de lancer un blog d'abord, et ensuite un blog avec comme sujet la photographie? Comment ça s'est présenté? Alors en fait, c'est un peu une combinaison de plusieurs facteurs. Je pense que j'étais à un moment de ma vie. Donc quand j'ai lancé le blog, j'étais encore étudiant. J'étais en master 1. Et donc 4e année après le bac pour les Québécois qui vous avez peut-être pas exactement le même système. Et donc, je pense que j'avais un petit peu envie d'un projet qui soit différent de mes études, un petit peu un truc perso. Et en même temps, je connais toujours bien Olivier Roland, que certains connaissent peut-être, qui était un ami à moi depuis quelques années, et qui avait, lui, lancé son blog, avait du succès avec depuis quelques mois, et qui, du coup, en parlait un petit peu à tout le monde de manière enthousiaste, évidemment, parce que quand on a du succès quelque chose, on a envie d'en parler aux gens. Il sait très bien le faire. Comment? Et Olivier sait très bien le faire. Voilà, Olivier sait très bien le faire. Et du coup, voilà, en fait, on en parlait. Il me disait, tu devrais lancer un blog. Je fais, t'es marrant, sur quoi? Il fait, t'as pas une passion? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je venais en fait de me lancer dans la photo parce que j'avais juste, je sais pas, ça m'avait parlé. J'avais eu envie de me lancer dans la photo, de faire un petit peu autre chose. J'avais dit, si, la photo, mais bon, je commence à peine, donc qu'est-ce que j'ai à apporter? Il fait, t'es toujours moins débutant que certaines personnes, donc t'as qu'à parler aux gens qui sont moins débutants que toi. J'ai fait, ok, c'est pas bête. Et donc, j'ai un peu lancé ça comme un défi. À la base, le but n'était pas d'en vivre, vraiment. C'était plus de partager ma passion, d'aider un petit peu les gens, de voir de voir comment ça prenait. Puis c'est toujours plaisant. Et au final, c'est pas un gros engagement parce que je me suis dit, écoute, si après 6 mois, il y a personne qui me lit, je peux toujours arrêter. Enfin, c'est pas grave, je suis pas engagé à vie dedans. Donc au pire, je peux toujours essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais écrit des trucs. Moi, ça me fait plaisir. Ça me déplaisait pas d'écrire. Donc au final, c'est pas du tout un truc qui me déplaisait. Et puis, au bout de 6 mois, en fait, ça marchait quand même pas mal. J'avais une assez belle audience. Me demande pas les chiffres parce que ça fait trop longtemps qu'on m'en souvient exactement, mais j'avais quelques milliers de personnes qui me lisaient chaque mois. Et quand tu sors de nulle part et que 6 mois avant, t'écrivais pas sur le sujet, qu'il y a quelques milliers de personnes chaque mois, c'est quand même, même 2000, c'est quand même énorme. Tu te dis, attends, 2000 personnes qui me lisent, c'est assez incroyable. Ouais. Et du coup, comme en plus ça me plaisait, j'ai simplement continué. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'étais en train de finir mes études. J'ai fait un stage de fin d'études qui était pas mauvais dans l'absolu. Concrètement, j'avais une bonne équipe, l'ambiance était bien, le sujet était intéressant. Aucun problème avec ça. C'est juste que je me suis rapidement rendu compte que être salarié, c'était pas pour moi. Je me suis rendu compte que les horaires fixes, c'était pas pour moi, que le temps de transport tous les jours, etc. Il y avait plein de choses qui me convenaient pas du tout. Et donc, à la fin de ce stage, je me suis dit, écoute, je vais prendre 1 an pour essayer de vivre de mon blog et voyager. Et au pire, si ça marche pas, j'aurais voyagé, donc c'est quand même cool. Et je peux toujours aller chercher un boulot parce que j'avais mon diplôme. Donc au final, quand tu as pris 1 an pour tenter des choses, ça se passe bien. Tu vois, ils vont pas te reprocher de pas avoir travaillé ou je sais pas quoi parce que tu peux quand même justifier ce que tu as fait. Donc au final, je prenais un risque assez limité. Et j'ai donc lancé mon premier produit rapidement après ça, qui a
très bien marché, beaucoup plus que ce que je pensais. J'en ai lancé un deuxième qui lui aussi a très bien marché, plus que ce que je pensais, sauf qu'il était beaucoup plus cher. Et donc voilà, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais vivre de mon blog. Et du coup, j'ai jamais bossé dans le domaine de mes études. Et depuis, j'ai pas arrêté de vivre du blog. Hein. J'ai continué cette activité depuis 2012. Et la chaîne YouTube est arrivée à quel moment dans ton processus? Ouais, alors en fait, la chaîne YouTube, elle existait depuis, je sais pas, depuis assez longtemps, peut-être 2012 ou 2013, parce que quand j'avais envie de faire des vidéos, je les mettais sur YouTube. Bon, OK. ok. Mais j'en ai fait vraiment une démarche de chaîne où je me suis dit, ok, je veux faire quand même, je veux que la chaîne YouTube soit un média à part entière, que je fasse vraiment des formats exprès pour ça. Ça, c'était début 2016. OK. Où je m'y suis mis vraiment, donc je me suis mis finalement assez tard. Je m'y suis mis aussi parce que je me rendais compte que j'étais un des blogs sur la photo en français les plus visités, que par contre ma chaîne YouTube était loin d'être la plus visitée avec le plus d'abonnés. Et je me suis dit, c'est pas normal parce qu'au final, si j'ai le blog le plus visité, pourquoi j'aurais pas aussi une des chaînes les plus visitées? Et donc je me suis décidé à bosser là-dessus. J'ai bossé notamment avec un ami maintenant qui s'appelle Yves Dalbier, qui est un Français qui vit au Japon, qui m'a beaucoup aidé pour faire les vidéos. Et du coup, la chaîne a beaucoup progressé parce que je me suis attaché à faire des formats qui étaient quand même très travaillés et à mettre le paquet sur la vidéo. Au niveau de cette chaîne YouTube-là, on est rendu à 71 000 personnes au moment où on se parle, ce qui est assez exceptionnel pour c'est quand même un sujet qui est très niché, là, apprendre la photographie. Ouais. Justement, je parlais de ça la semaine dernière avec une photographe dans un événement d'affaires, puis elle me disait qu'elle n'était pas du tout d'accord avec une phrase que tu as déjà dit sur le web dans une de tes vidéos. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de la vidéo et que c'est bien comme ça. Et que ça faisait en sorte, notamment, entre autres, que les gens ne considéraient peut-être pas la photographie comme un art à part entière, dans le sens où, comme tout le monde peut le faire, c'est pas comme la peinture où c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a beaucoup de photographes qui adhèrent pas, comme je disais, à cette citation-là. Comment toi, tu réussis à continuer de vivre de ta passion, d'exercer ta passion de photographe, mais à la fois de l'enseigner sur le web, alors qu'il y a plein de gens qui suivent des cours pendant des années et des années pour faire de la photographie et qu'au final, tu as peut-être des gens qui sortent de ton académie à toi ou qui sortent de tes cours à toi qui sont aussi qualifiés ou en tout cas qui peuvent vivre de leur passion de photographie aussi. Alors, je vais te répondre en deux parties. D'abord, la première, c'est que moi, je pense que c'est une bonne chose que la photo soit accessible à tous et même au final, l'enseignement de la photo, parce qu'effectivement, n'importe qui peut monter un blog et une chaîne YouTube demain. Ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Ça demande juste de se filmer, mais avec son smartphone, on peut se filmer. Enfin, c'est pas très compliqué à faire. Et la photo, c'est très accessible aussi. Tu peux avoir des appareils de très bonne qualité pour très peu cher et plein de conseils sur Internet, même gratuitement. Donc, c'est très accessible. Je pense que c'est une bonne chose parce que plus il y a de gens qui vont faire ça, plus il y a de chances que ceux qui sont vraiment bons sortent. Parce que au final, si c'est difficile de faire quelque chose, par exemple la photo à une époque c'était plus difficile financièrement parce qu'il fallait acheter des pellicules, il fallait développer, c'était plus cher. Puis aussi c'était peut-être plus difficile de trouver des conseils pour techniquement comment faire, etc. Et je pense que c'est une bonne chose parce que à mon avis, il y a plein de gens qui sont dans des boulots normaux, tu sais, ils bossent dans des bureaux, ou ils bossent dans un supermarché, ou ils bossent n'importe où. Et ces gens, ils ont peut-être du talent, ils ont peut-être un œil, ils ont peut-être un truc, tu vois. Et moi, je pense que c'est une bonne chose que l'art se démocratise. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde puisse s'exprimer artistiquement à son niveau, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas avoir beaucoup d'ambition, ils veulent juste faire des jolies photos et c'est bien. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il y en a qui veulent peut-être aller plus loin. Mais je pense que le fait que ça se démocratise et que tout le monde puisse s'y mettre, au final, ça va servir parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, on est dedans. Donc, c'est difficile quand tu es dedans de faire le tri parmi l'immense nombre de personnes qui peuvent faire des photos et tous les gens qui font des photos pas très très bonnes et qui les mettent sur Instagram. Mais sauf que dans 20 ans, dans 30 ans, c'est que les meilleurs dont on va se souvenir. Ok, c'est au prix peut-être aujourd'hui, et même dans le futur, ça continuera a priori, d'avoir une grosse masse de choses qui sont peut-être médiocres, mais au final, ça va nous permettre de faire sortir plus de gens bons parce que statistiquement, il y en a forcément parmi l'îlot qui sont très bons et qui vont aller quelque part. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et après, c'est un petit peu à nous qui enseignons la photo aussi d'essayer de pousser les gens plus loin et de leur dire allez un petit peu plus loin que juste la jolie photo qui fait des likes sur Instagram, essayer de vous exprimer. Et c'est aussi à nous de les pousser pour peut-être faire sortir ces gens-là. Après, sur la partie
comment je fais pour toujours en vivre alors qu'il y a plein de gens. Je pense qu'en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens, mais au final, il y en a que quelques-uns qui se détachent. Et je pense que, alors déjà, il faut que je précise que moi, je ne vis pas de mes photos, c'est-à-dire que je ne vends pas mes photos, je Ouais. ne vends pas mes prestations photos, je ne fais pas de photos de mariage, etc. Moi, je vends de la formation. Parce que très franchement, aujourd'hui, vendre ses photos, c'est pas quelque chose qui marche très bien. Il y a des gens qui en vivent, hein, mais c'est pas, tu vas pas gagner beaucoup d'argent avec ça, ça va être difficile, il faut quand même être meilleur que la concurrence, enfin bon, puis tu vas quand même travailler pas mal, enfin, vendre des formations, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est plus rentable. Mais bon, comme pour vendre ses photos, il faut quand même être bon. C'est-à-dire que euh, je pense qu'un des avantages de ça aussi, c'est que comme tout le monde peut en faire, tu as une vraie sélection naturelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur YouTube, s'il voit ma vidéo et qu'il n'aime pas ma vidéo, il peut cliquer sur fermer et aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Il a Ouais. pas, c'est pas comme si tu es dans une conférence, dans une salle où si le gars il aime pas, il va pas partir au milieu, tu vois. Parce qu'il est un peu, bon, il est un peu coincé, il va pas, bon, ça fout mal de partir. Là, Ça il est va être sur gênant. Internet, il fait Ouais. ce qu'il veut, je le vois Exact. pas. S'il veut arrêter de regarder parce que c'est mauvais, il arrête de regarder parce que c'est mauvais. Et du coup, les gens, je pense que leur tolérance au mauvais contenu a vachement baissé. C'est-à-dire que c'est tellement facile de trouver du bon contenu, parce que comme bah, tout le monde peut en faire, forcément, il y en a quelques-uns bons qui vont en faire. Et du coup, ils vont vraiment regarder que ça. Et au final, quand tu regardes, même en photo, qui est pourtant une niche qui est quand même assez développée, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Tu regardes en France, on est quoi? On est peut-être 5 grosses chaînes YouTube, rajoute peut-être 5 chaînes YouTube un peu moyennes que les gens regardent quand même un petit peu, qui sont assez populaires, et au final, c'est tout. Alors que pourtant, au final, tu pourrais très bien en avoir 100. Mais c'est juste que les gens n'ont pas le temps pour tout regarder. Puis au bout d'un moment, on va se répéter entre nous, tu vois. Donc ils regardent Mhm. que ceux qui préfèrent, pas seulement ceux qui sont meilleurs sur le contenu, mais aussi ceux dont ils préfèrent la personnalité, parce que tu as aussi ça, tu vois. Il faut faire du bon contenu, forcément, parce que tu peux avoir la personnalité super, mais si ton contenu n'est pas intéressant, bah, pas intéressant. Mais il y a aussi une question de personnalité. Il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. C'est normal, tu vois. Il y a des gens qui vont Ouais. forcément à un moment pas aimer ce que je fais, pas aimer ma tête ou pas aimer les partis pris que je prends. Euh, et, et au final, quand tu te détaches avec du bon contenu et avec une personnalité qui est la tienne, en assumant quitter, tu vois, euh, c'est pas si difficile de se détacher. Enfin, c'est pas si difficile. Si, c'est difficile, mais c'est possible, tu vois, de se détacher même parmi toute cette masse-là. Et je pense que c'est plutôt positif parce qu'au final, ça veut dire que n'importe qui dans son salon, s'il est assez bon, il peut avoir une chaîne YouTube avec 70 000 abonnés, tu vois. Il n'a pas besoin il a pas besoin d'avoir fait une école de photo aujourd'hui. Il a juste besoin d'aider suffisamment les gens pour que les gens se disent, ben, tu sais quoi, je vais suivre ce mec-là parce que ce qu'il dit, c'est intéressant. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça démocratise l'enseignement de la photo ou l'enseignement de n'importe quoi d'autre Ouais. finalement. Ça démocratise le business aussi. Ça veut dire aussi que n'importe qui, même qui n'a pas eu la chance de naître dans telle ou telle famille, bah, il peut monter un business sur Internet parce que si juste il a suffisamment de trucs intéressants à dire au final. Est-ce que c'est la prémisse de base des formations que tu as décidé de lancer sur le sujet? C'est-à-dire que comme n'importe qui peut se lancer là-dedans, que ce soit pour faire de la photo ou pour n'importe quoi d'autre dont on a parlé, mais est-ce que c'est ça qui était à la base du fait que tu as décidé de te lancer dans la formation? Ben ouais, c'est-à-dire que c'est tout un entre guillemets, c'est un raisonnement global, c'est une vision du monde. C'est que donc moi enfin pour lancer mon blog etc machin, comme je dis, j'ai suivi les conseils d'Olivier qui à la base j'ai suivi les conseils gratuits sur son blog Blogueur Pro parce que il y avait que ça. Ensuite, il a sorti sa formation, je me suis inscrit à sa formation, donc j'ai suivi tout ça de manière très littérale presque, hein. J'ai vraiment suivi tous ses conseils à la lettre. Hum, mais c'est vrai que tout ça, ça participe d'une vision du monde où tu te dis, ben voilà, c'est possible aujourd'hui. Et puis, enfin, c'est pas qu'une vision du monde, je veux dire, c'est la réalité. Il y a un moment, j'en suis la preuve et il y a plein d'autres preuves que tu peux le faire. Euh, et oui, bien sûr, ça part de ce constat-là. Ça part de ce constat que ben, toi, dans ton salon, tu peux écrire des articles, faire des vidéos qui intéressent des gens. Et à partir du moment où ça intéresse suffisamment de gens, bah, tu peux leur vendre des produits et gagner ta vie avec. Et moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. On vit quand même une époque. À la base, tu disais, j'ai commencé avec les conseils gratuits d'Olivier Roland. Tantôt, tu disais aussi que des conseils gratuits sur comment faire de la photographie, comment progresser, comment s'améliorer en termes au niveau de la photographie, c'est possible de le faire sur le web présentement. Et parallèlement à ça, toi, tu vends de la formation. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui disent, ben oui, mais je peux trouver une foule d'informations. J'ai la possibilité de trouver toutes ces informations-là sur le web tout à fait gratuitement. Pourquoi je paierais une formation de Laurent Breya pour aller de l'avant avec la photographie?
Alors, il y a plusieurs trucs à ça, et ça me permet de rebondir un peu sur ce que je fais, parce que j'ai un deuxième truc qui est en train de démarrer, dont je n'ai pas parlé au début, qui s'appelle Pédagogclick, où là, je veux parler à ceux qui veulent faire comme moi, vraiment, je veux m'axer sur comment faire du bon contenu. Et une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est exactement ce que tu viens de me demander, c'est comment on concilie le fait de faire du contenu gratuit et de vendre des trucs derrière. Il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, je pense que dans le contenu gratuit, ce qu'on donne en général, c'est une réponse à une question. En photo, ça va être comment faire un arrière-plan flou, par exemple. Et ce qu'on a dans un produit payant, c'est plus une méthode pour arriver à un résultat. Donc ça va vraiment être une méthode complète pour partir de zéro et devenir un bon photographe. Je simplifie, mais Ouais. quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quand même une différence entre le contenu gratuit, où on va souvent répondre à une petite question comme ça, et une méthode complète qu'on va vendre. Et évidemment, il y a des gens, et moi j'en fais partie, hein, j'ai assez peu acheté de formation parce que souvent, au final, en prenant du contenu gratuit ici et là, je vais un petit peu apprendre tout seul et faire ma sauce. Et tu vois, là, parfois je prends une formation payante parce que celle-ci, elle va m'accélérer le processus aussi. Mais par contre, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une méthode structurée. Et c'est davantage ces gens-là qui vont acheter. Tu as aussi un autre aspect qui est un aspect de marketing qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la réciprocité. La réciprocité, c'est que quand quelqu'un t'a beaucoup donné, tu vas plus avoir tendance à lui acheter ses produits parce que tu vas juste être reconnaissant qu'il te donnait tant gratuitement. Et ça marche vraiment en fait. C'est qu'en fait, quand tu constates que plus tu donnes de valeur gratuitement, plus les gens vont t'acheter des produits. Et effectivement, ça peut être contre-intuitif au départ. On peut se dire, mais attends, ils ont déjà eu tellement de valeur gratuitement qu'ils ne vont pas acheter. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est que les gens ils se disent, mais attends, il m'a donné tout ça gratuitement. Qu'est-ce que ça va être si je paye? Ouais. Ça va être encore mieux. Et alors, évidemment, il faut que ce soit le cas. Il faut que les produits payants ils soient meilleurs que le contenu gratuit, parce que sinon les gens peut-être qu'ils Généralement, oui. euh, mais vraiment, aujourd'hui, c'est un levier puissant de d'abord donner aux gens. Parce qu'effectivement, en fait, ils n'ont aucune raison de t'acheter un produit payant s'ils ne te connaissent pas. Ils disent, mais pourquoi je donnerais de l'argent à ce mec-là alors que je ne le connais pas? Je ne sais pas si son produit va être bien ou pas. En plus, c'est sur Internet. Il y a quelques personnes qui ont quand même encore peur de mettre leur carte bleue, etc. Machin. Enfin, Mhm. et, et là, quand tu as déjà donné, en fait, il te faut confiance. Tu gagnes leur confiance aussi. C'est que tu as déjà tellement donné gratuitement qu'ils disent, mais le mec, il peut pas m'arnaquer derrière. Ce qu'il fait gratuitement, c'est tellement bien. Et c'est pour ça que moi, je veux, avec Pédagogclick, conseiller les gens sur le fait de faire du contenu qui a vraiment une grosse valeur ajoutée. C'est parce que c'est super important. Parce que si tu fais du contenu qui est super pour les gens, derrière, tu vends mieux. Et puis, tu vas aussi aider les gens qui n'ont pas les moyens. Enfin, faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'achèteront jamais une formation. Exact. Certains parce que juste, ils n'achèteront jamais rien sur Internet parce que c'est par principe, ils n'achèteront rien. Et bon, voilà, tant Ouais, pis. ouais. Parce qu'il y en a qui ont juste pas l'argent ou qui c'est pas le moment pour eux. Ceux-là, tu vas quand même les aider gratuitement. Et c'est bien aussi, tu vois, d'apporter un truc au monde. Et finalement, tes clients te permettent aussi d'aider plein de gens gratuitement. Ah, ben c'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ces gens-là peuvent aussi partager le fait qu'ils consomment ton contenu gratuit, mais peut-être ça va faire partie d'une conversation dans une réunion de famille à un moment donné ou avec des amis autour d'une bonne bière, et puis au final, ça va être Exactement. l'ami qui va se ramasser sur ton site pour acheter ta formation en bout de ligne. Exactement. Mm. Donc, présentement, il y a des formations à vendre. Tu as 3 formations à vendre, plus Pédagogclick qui s'en vient. Est-ce que c'est ça? Ouais, alors Pédagogclick, bon, c'est séparé d'apprendre la photo. Hein. Ouais. Pédagogclick, ça va arriver bientôt. Je pense ouvrir les portes en septembre, si tout va bien. Mhm. C'est un projet auquel je pense depuis longtemps et que vraiment je laisse mûrir parce que je veux vraiment faire une formation qui soit au top. Hein. Je disais, enfin, c'est logique. Hein, je vais parler de faire du beau contenu, donc tant qu'à faire, il faut que ma formation elle soit vraiment au top. Ouais, Ça paraît, effectivement. ça paraît logique. Et donc voilà, je prends mon temps pour vraiment avoir un plan qui soit très détaillé, qui soit au top. Donc ça sortira sûrement en septembre. Et sur apprendre la photo, j'ai 3 formations différentes. J'en ai une qui est, on va dire, plus pour les bases de la photo, qui s'appelle Mhm. Devenir photographe accompli. J'en ai une qui est sur le post-traitement, sur la retouche, qui s'appelle Sublime photo. Et j'en ai une troisième qui est davantage sur la créativité, sur comment faire des photos plus personnelles qui nous ressemblent le plus, qui s'appelle Révéler votre âme de photographe. Donc j'ai ces 3 formations-là qui correspondent vraiment à 3 problèmes assez distincts. Mhm. Et qui sont pas dispo toute l'année, elles sont pas ouvertes tout le temps. Donc si OK. jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, il suffit de s'inscrire à ma newsletter en allant sur mon site, hein, on peut pas manquer, il y a des formulaires partout un petit peu pour s'inscrire. Et puis derrière, vous recevrez l'information quand ce sera ouvert. OK. Donc, et ça fonctionne comment? Tu ouvres les portes des formations pour des temps très spécifiques durant l'année, Ouais. c'est ça? Donc j'ouvre les portes de chaque formation au grand public une fois par an. OK. Donc en général, devenez un photographe accompli, c'est juste avant Noël.
Studio Photo, c'est plutôt en septembre, et Rêve d'être un photographe, c'est plutôt au printemps. Après, il arrive que je fasse des petites ouvertures entre deux, etc. Machin, mais il y a une ouverture publique par formation par an. Et puis après, des fois, effectivement, j'ouvre un petit peu entre deux. Mais bon, ça, il faut être inscrit à la newsletter pour le savoir, parce que c'est pas un truc dont je fais forcément tant que ça la pub sur la chaîne YouTube ou autre chose. OK. En tant que gars qui fait une formation présentement sur comment démarrer son podcast, je suis curieux de savoir le raisonnement de pourquoi tu ne laisses pas les portes ouvertes tout le temps. Pourquoi tu Alors, en choisis fait, de les ouvrir seulement qu'une fois par année? bah, il y a deux raisons, on va dire. Il y a une raison qui est marketing. Clairement, c'est que, en fait, un des leviers marketing qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle la rareté. Mhm. C'est que, bah, en fait, c'est juste dire aux gens, vous pouvez vous inscrire jusqu'à telle date. Euh, et ensuite, bah, vous pouvez plus vous inscrire. Parce que ça force les gens, non pas à s'inscrire, mais à prendre une décision. Oui ou non. Ouais. On pourrait considérer que c'est un peu que éthiquement c'est pas top, sauf que comme j'ai une garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours après, les gens ont tout le temps de se dire en fait finalement je me suis inscrit mais j'aurais pas dû et de se faire rembourser et c'est pas un souci. Mhm. Parce que le problème c'est qu'on a tous cette nature là, hein, c'est pas, je dis les gens mais je m'inclus dedans, hein. On a tous la nature à remettre au lendemain, à se dire oui mais bon oui ok ça a l'air intéressant son truc mais je m'inscrirai plus tard. Et en réalité plus tard c'est jamais. Ouais. Et moi, je sais que mon produit, il aide les gens, tu vois. Je sais que j'ai confiance dans la qualité de mes formations, sinon je les vendrais pas. Enfin, je me verrais pas vendre un truc que je penserais de mauvaise qualité. Enfin, c'est pas, je peux même pas imaginer qu'on puisse faire ça, tu vois. Et donc, comme moi, je sais que ce que je fais, c'est de la bonne qualité, sinon je le vendrais pas. Je sais que les gens, ils s'inscrivent, à moins que ce soit pas fait pour eux, mais si c'est pas fait pour eux, ils vont s'en rendre compte rapidement, ils vont demander le remboursement et c'est pas un souci, tu vois. Mais si c'est fait pour eux, et normalement, avant, je m'assure bien que ce soit fait pour eux, bah, ça va les aider, ça va les faire progresser et donc, autant qu'ils s'inscrivent. Et du coup, voilà, le fait de donner une date limite, ça permet aussi aux gens de prendre une décision. Et d'ailleurs, on voit bien, le dernier jour, il y a toujours un pic d'inscription parce que les gens se disent, bon, Ouais. bah, ok, le dernier jour, donc on va s'inscrire maintenant. Après, il y a aussi des gens qui laissent ouvert, mais qui augmentent le tarif. C'est une autre solution pour le faire. C'est-à-dire que tu dis, bah, après tout, les gens, ils peuvent toujours s'inscrire plus tard, par contre, ça sera plus cher. Ce qui les pousse aussi à s'inscrire avant la date. Bon, voilà, moi, je choisis de les fermer. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi que, mine de rien, ça fait quand même ce que j'appelle une promotion, c'est un petit peu comme à l'université, tu sais, t'as plein de gens qui s'inscrivent à peu près en même temps, pendant une semaine, et ensuite, ils vont tous plus ou moins faire la formation ensemble au même moment, et bah, ça échange dans les commentaires, t'as des échanges qui sont plus dynamiques, et ça a quand même cet avantage-là, tu vois. Donc voilà, ça a deux avantages, c'est pour ça que j'ouvre les portes que pendant une période limitée. Intéressant. À travers tout ça, tu continues d'exercer ta passion pour la photographie. J'ai vu aussi que tu participais dans des projets comme tu as participé à un projet au Kenya, je pense que c'était des écoles qui étaient bâties là, pour les enfants, je pense, au Kenya. Donc, tu continues d'exercer la photo, mais juste pour ton propre plaisir, c'est ça? Ouais, voilà, j'exerce juste pour mon propre plaisir. Donc voilà, je travaille sur des séries. Je photographie beaucoup en voyage, hein, donc souvent quand je fais des photos, c'est quand je suis quelque part. Donc voilà, je fais pas mal de photos de voyage. Comme tu disais, j'ai effectivement fait un truc pour une ONG. En fait, j'avais rencontré les fondateurs, j'avais trouvé très très cool ce qu'ils faisaient. Et il se trouvait que j'allais déjà au Kenya. Donc j'aurais dit, bah, écoutez, si vous voulez, je sais pas si vous avez besoin, mais en tout cas, si vous avez besoin, je peux venir photographier vos écoles, ce que vous faites là-bas, parce que les photos, ça va toujours aider aussi les donations. Tu sais, les gens, ils voient des photos et ils se disent, ah ben voilà, voilà ce qu'ils font là-bas. Et tu vois les personnes, tu vois vraiment ce qui se passe et ça aide forcément les gens à se dire, bah ok, c'est un projet cool, je vais donner de l'argent. Donc voilà, j'avais fait ça pour eux à l'époque, truc que j'avais jamais fait avant, mais voilà, la rencontre a fait ça. Sinon, en général, ce que je fais, c'est plus personnel, c'est plus voilà, c'est des petits projets photos personnels. J'essaie d'avancer là-dessus. J'ai envie de sortir un livre photo dans quelques années, mais je suis pas encore complètement mûr pour ça. Donc j'avance sur mon chemin là-dessus, mais ça reste vraiment très perso. Ouais. OK. J'invite d'ailleurs les gens à aller jeter un œil sur ce projet du Kenya que j'ai trouvé fort intéressant. Là, si vous faites une recherche sur le web, vous allez facilement trouver ça. C'était vraiment intéressant. Les photos sont superbes là, pour ce que tu as fait là-bas. C'était vraiment bien. On est rendu à la section les questions, la pédale au fond. Donc, c'est 5 questions en rafale que tu dois répondre en quelques secondes. Donc, la première question, c'est quel est ton livre favori ou le livre que tu recommanderais aux auditeurs? Alors, le livre que je recommanderais, parce que mon livre favori, c'est
dur à dire. Je pense que mon livre favori, c'est peut-être Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais c'est pas forcément le meilleur conseil pour eux. J'ai envie de... il y a des livres que j'ai en tête, mais qui m'ont sans doute déjà été recommandés par le passé ou qui trouveront. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. En anglais, le titre, c'est Daring Greatly. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années déjà, mais qui est vraiment intéressant par une psychologue américaine qui s'appelle Brené Brown, qui a fait un Ouais. TED très intéressant aussi. Et donc, ça part du pouvoir de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est vraiment, c'est être soi, et y compris quand ça fait peur. En gros, si j'essayais de résumer l'idée, c'est un peu, c'est rapidement résumé, mais bon, on fait ce qu'on peut. Uh-huh. C'est la peine au fond. Donc, et ce bouquin, je pense qu'il m'a aidé sur plein de choses dans ma vie, à la fois perso et pro aussi. Parce que je parlais tout à l'heure de personnalité, tu sais, d'être soi dans ses vidéos, dans son contenu. Et des fois, ça demande d'être vulnérable. En fait, ça demande de se dire, bah, tu sais quoi, je vais dire ça. Il y a des gens qui vont pas aimer, mais je vais le dire quand même. Parce que Ouais. c'est moi, je suis comme ça, et je vais pas, tu vois, je vais pas essayer de me changer parce que je parle devant une audience. Et je pense que c'est important. Moi, c'est un bouquin qui m'a marqué en tout cas. OK, excellent. L'outil numérique, ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus? Celui que j'utilise le plus, ça va pas être très très original, mais c'est Evernote. OK? Je prends des notes tout le temps dessus. Dès que j'ai une idée, ça va dans Evernote parce que je sais que je vais l'oublier. J'ai une mémoire assez mauvaise, donc Evernote, ça remplace ma mémoire en fait. Et ça me sert aussi beaucoup pour mettre des rappels. Par exemple, si je sais que j'ai une idée qui est intéressante, mais que c'est pas le bon moment pour l'appliquer maintenant parce que je suis dans un autre projet, c'est pas maintenant, bah, je me mets un rappel et je me dis, tu sais quoi, à mon avis, dans 3 semaines, ce sera peut-être le bon moment. Donc je me mets cette idée, puis je mets un petit rappel dans 3 semaines, puis 3 semaines plus tard, il y a le truc sur mon téléphone qui apparaît, qui fait ah machin, puis je me dis ah ouais, tiens, c'est vrai que cette semaine, il faut peut-être bosser là-dessus. Et OK. ça m'aide beaucoup à. Et je mets vraiment tout dans Evernote, j'ai un nombre de notes qui est incroyable. Et la recherche est tellement bien foutue que quand tu retrouves pas quelque chose, tu tapes 2-3 mots de recherche et tu retrouves une note qui peut avoir un an. Enfin, c'est vraiment génial. J'adore ça. OK, cool. Euh, le conseil que tu aurais donné à Laurent Breillat si tu l'avais rencontré début 2011? Début 2011, le conseil que j'aurais donné à Laurent Brigade début Il venait 2011. à ce moment-là tout juste de démarrer son blog. Euh, à part continue et fonce, c'est juste ça, c'est juste ça dont j'avais besoin, tu vois. La persévérance. Est-ce que le Laurent Breillat de 2011 doutait? Il doutait un peu, mais ça va parce que mon enjeu était, au final, comme je te disais, je prenais pas trop de risques, c'est-à-dire que je pouvais toujours aller chercher un boulot après. Donc je doutais. Euh, En fait, je doutais pas de pouvoir vendre, parce que je me disais, bon, avec ce que j'ai comme audience et ce que je propose, a priori, je vais vendre. Je doutais de pouvoir vendre assez pour en vivre. OK, C'était parfait. ça mon doute. Mon doute, c'était vraiment de se dire, est-ce que ça va suffire? Est-ce que vraiment je vais réussir à vivre de ça? Donc ouais, j'avais quand même des doutes, ouais. Mais c'est normal, OK. c'est ça aussi. Puis ça motive aussi le doute, dans un sens, de se dire, Ah ouais, oui, je oui. suis pas sûr. Je suis pas sûr, donc je vais vraiment, vraiment bosser pour y arriver. C'est pas forcément mauvais. OK. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Mon plus gros défi pour les 12 prochains mois, c'est les pédagogiques, clairement. J'ai vraiment envie que cette formation, elle se vende pas tant pour l'argent que je vais faire avec, même si évidemment c'est toujours un bonus sympa, et Ouais. parce que je pense vraiment que ça va aider des gens. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire un petit peu ce que moi je fais ou ce que d'autres font, tu vois, et ils suivent les méthodes. Parfois, ils y arrivent, mais peut-être pas assez, ou peut-être que ça suffit pas, tu sais, peut-être qu'ils gagnent un peu d'argent et pas assez. Et je pense que souvent, le problème, c'est que leur contenu est pas assez bon. Et ça veut pas dire que eux, ils sont pas assez bons. Ça veut pas dire qu'ils ont pas l'expertise. Ça veut dire que c'est pas facile d'enseigner, tu vois. Être pédagogue, faire du bon contenu, etc. C'est pas facile. C'est pas un truc Mhm. qui est forcément inné chez tout le monde. Et je pense vraiment que je peux les aider à faire passer leur contenu au niveau supérieur, à vraiment aller plus loin, aider davantage les gens. Euh, et que ça va beaucoup les aider pour avoir un business qui est plus florissant derrière et vivre de leur passion, puis aussi, enfin, au-delà de l'aspect business, inspirer plein de gens, tu vois. Quand tu peux aider plein de gens, enfin, tu as un impact énorme. Moi, j'aide des dizaines de milliers, des centaines de milliers de photographes à faire des meilleures photos. Il y en aura peut-être un ou deux parmi eux qui seront des grands photographes dont on se souviendra en 30 ans, on ne sait pas, tu vois. Ah Et c'est ouais. quand même un impact qui est incroyable. Et j'ai aussi envie d'aider les gens à avoir cet impact. Et ça veut dire que même que après ça, bah, mon impact à moi, il est multiplié encore. Ouais, exact. Finalement, comment est-ce que tu accélères de plus en plus tes résultats chaque jour? Alors, comment j'accélère mes résultats?
Bah là, mon accélération cette année, ça va surtout être d'avoir un deuxième business complètement différent, parce que bah, forcément, par définition, tu vas aller chercher dans Ouais, un autre océan bleu, comme dirait l'autre. ouais. Euh, mais l'accélération, au final, un des leviers qui marche bien, c'est de toujours tester plein de choses. Alors, je le fais pas tout le temps parce que tout le monde dit qu'il faut faire des split tests tout le temps. C'est vrai. Et en même temps, personne le fait tout le temps parce que c'est fatigant au bout d'un moment, t'as plus rien à tester. Enfin, tu sais pas. Bon. Cela dit, je pense que c'est important de continuer à écouter son audience pour sortir des nouveaux produits qui leur conviennent parce que leurs besoins évoluent aussi avec le temps. Et c'est important de faire évoluer son contenu. Moi, j'ai beaucoup fait évoluer mon contenu depuis à peu près 1 an, où je parle beaucoup moins de technique, etc. Et je parle beaucoup plus de l'art en photo. Donc, je vais parler de certains photographes, etc., parler de leurs livres, et aussi de moi, ce que je fais en photo, de montrer ce que moi je fais. Et j'ai vraiment mon contenu gratuit de plus en plus vers plutôt la pratique artistique que la pratique technique de la photo. Et c'est important, je pense, de continuer à évoluer. Quand on parle d'une passion, comme voilà, moi je parle de la photo, d'autres vont parler de, je sais pas, de la guitare, de je sais pas quoi. C'est important de faire évoluer son contenu avec ce que soi on fait. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'à la base, si je fais un blog sur la photo, c'est aussi pour avoir le temps de faire de la photo, et c'est aussi pour partager ce que moi je fais. Et voilà, quand on parle de sa passion, il faut pas oublier que ok, il faut faire du contenu, ok, il faut sortir des produits, il faut développer son business, mais il faut aussi continuer à pratiquer cette passion-là parce que sinon, ça perd un peu son sens. Et quand tu continues à pratiquer et que tu évolues, bah, ton contenu il évolue avec toi et je pense que ça inspire les gens en fait aussi de te voir avancer. Toi, ça donne une nouvelle idée de contenu, une nouvelle idée de produit. Et je pense que ça reste important quand même de aussi se concentrer là-dessus et parfois de se dire, tu sais quoi, je vais peut-être prendre quelques mois où je vais pas trop penser business, mais je vais plus penser comment moi je peux avancer sur ce sujet-là. Et si toi tu avances sur le sujet dont tu parles, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, forcément derrière, ton contenu va évoluer, tu vas faire des nouveaux produits, ton audience va évoluer aussi, ils vont dire tiens, il change, il évolue, il apprend des trucs. Je pense que c'est un vrai levier dont on parle peut-être pas assez, de se dire, tu sais quoi, arrêtons de penser business pendant 2-3 mois, et disons, ok, comment moi je peux avancer et qu'est-ce que ça peut apporter à mon audience. Et derrière, tout s'enchaîne en fait. C'est assez naturel. OK, excellent. Écoute, moi, je t'ai découvert par mon ami Olivier Lambert, avec lequel tu t'es entretenu il y a quelques mois. J'ai été immersé dans ton univers sur ton site Internet. J'ai découvert un parcours tout à fait exceptionnel. Puis j'invite les gens parce que, dans le fond, là, comme tu disais tantôt, tout le monde peut faire de la photographie, puis c'est bien. Tout le monde a un téléphone intelligent aujourd'hui. Ils sont capables de faire de la photographie avec ça. Puis il y a plein de trucs qu'on peut aller chercher sur ton site Internet, juste même si on n'a pas le gros matériel, si on n'a pas la grosse appareil photo pour être capable de réaliser des photos professionnelles. Alors, juste d'aller consommer ton contenu pour au moins s'immerser de tout ton univers pour faire en sorte qu'on va apprendre un petit truc ici et là pour s'améliorer. C'est vraiment bien. Puis ce que tu réussis à faire, c'est vraiment de vulgariser ça de façon quasi ridicule. C'est vraiment, c'est comme si tu parlais à un enfant de 4 ans quand on regarde ça. C'est super bien fait. Et puis, j'ai vraiment adoré découvrir ton univers. C'est vraiment bien. Eh ben, merci à toi. Ça fait très plaisir. Alors, j'invite les gens à aller jeter un œil là-dessus. Comme à l'habitude, je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour être en mesure de te rejoindre, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou encore sur ton site Internet. Alors, un gros merci de ton passage sur l'accélérateur, Laurent, et puis on se reparle bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup, Laurent Breillat, pour ce temps, pour cette générosité tout au long de l'entrevue. Je pense qu'on a vraiment apprécié le parcours de Laurent. Alors, quelqu'un qui a su tourner sa passion en business par la suite, quelqu'un qui n'allait nulle part au niveau de ses études, qui savait pas trop sur quel chemin vraiment se diriger un peu plus jeune. Et maintenant, il a tourné avec l'aide d'un de ses amis, comme il nous l'a mentionné, il a tourné une passion et puis il a fait une business avec ça qui aujourd'hui est hyper florissante. Alors, un super exemple pour les gens qui nous écoutent, qui désirent encore, qui cherchent encore un peu quoi faire ou qui hésitent peut-être à tourner une passion qu'ils ont dans leur vie en business. Donc, un super exemple pour tout le monde. Vous allez trouver, évidemment, comme à l'habitude, les liens pour rejoindre Laurent Breillat, que ce soit sur son site Internet ou sur les médias sociaux, dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Alors maintenant, c'est l'heure de vous inspirer de ce que Laurent Breillat vous a partagé et de propulser votre entreprise. Voilà donc qui termine cet épisode 121. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 122.
D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!